après cette journée et ces interventions qui ont été, je crois, extrêmement riches, qui donnent une idée du pouvoir fécondant du travail de Pierre Hadot. Donc j'ai l'honneur d'animer, animer est un bien grand mot, cette table ronde qui n'est pas ronde. Donc nous n'avons donné à cette table ronde aucun axe précis. Nous avons demandé à chaque intervenant de faire état d'une réaction ou d'une série de réactions à la fois à ce qui a été dit pendant la journée et à des résonances que le travail de Pierre Hadot a eu avec leur propre travail. Je crois que c'est dans ce sens que nous allons procéder. Nous commencerons par des antiquisants et nous finirons par la philosophie contemporaine ou la pensée contemporaine. Moi-même, si j'avais eu le temps d'intervenir au nom des études dites littéraires, de la théorie littéraire, de la critique littéraire, j'aurais aimé dire plus en détail à Pierre Hadot, et peut-être le ferons-nous une autre fois, à quel point l'étude des littératures, y compris celles, disons, qui sont ni celles de l'Antiquité, ni celles des littératures contemporaines, peuvent être enrichies, ou ont pu déjà être enrichies par son travail. En particulier, j'étais sensible à 3 types de questions au fil de la journée que je souhaiterais approfondir. Jusqu'à quel point l'écriture, la lecture du texte littéraire peut-il être conçu comme exercice de soi, exercice spirituel? Jusqu'à quel point? Et alors se pose la question des relations entre littérature et philosophie. S'agit-il du même type d'exercice? Ça pose aussi la question des frontières entre littérature et philosophie, qui se renégocient sans cesse. De manière plus spécifique, il y a certains moments historiques où la littérature, ou ce que nous appelons aujourd'hui littérature, semble prendre en charge ce que Pierre Hadot trouve dans la philosophie, c'est-à-dire cette dimension vivante, d'exercice de soi. Je pense en particulier à ce moment d'après-Montaigne, où émerge cette figure qui est celle du moraliste. Pas au sens où on utilise le mot moraliste très souvent, mais dans un sens bien particulier, de Montaigne à Saint-Évremont et au-delà, et où cette dimension d'exercice de soi est prise en charge précisément par cette figure du moraliste contre la philosophie, très souvent, justement, en considérant que la philosophie est du côté du discours et non de l'agir. Et alors, de ce point de vue-là, l'immense vogue des vies de Diogène Laërce chez tous ces auteurs, où on puise des exemples de vie philosophique, est souvent mobilisée contre le discours philosophique, c'est-à-dire la vie qui se cache sous le système, la vie qui se cache sous le discours, et qu'il s'agit de ressusciter dans une démarche justement consistant à retrouver une vitalité du philosophe, sous les catégories qui ont été scolarisées, si j'ose dire, par les écoles. La scolastique étant l'image la plus caricaturale de pour ces écrivains, de ce qui est devenu une philosophie de professionnels, justement. Voyez. Donc ça, c'est un deuxième type de question, c'est-à-dire les moments où la non-philosophie, où l'extériorité de la philosophie semble reprendre en charge ce que la philosophie semble avoir abandonné. Bon, et là, je crois aussi que la notion d'exercice telle que Pierre Hadot l'a ressuscité, ce concept même, est intéressante. Jusqu'à quel point ces moralistes, qui sont anti-philosophes, ou en tout cas à côté de la philosophie, peuvent-ils être lus comme, ou peuvent-ils procurer des exercices, d'une certaine manière, à qui les lit? Exercices qu'on a souvent qualifiés de mondains, par opposition aux doctes, si vous voulez, à l'âge classique, mais précisément la mondanité n'est peut-être pas ce que l'on croit, ce n'est pas seulement une légèreté, c'est une volonté aussi de revitaliser le discours du côté de l'action et non pas simplement du discours. En tout cas, de la vie et pas simplement du discours. Quitte à revisiter certains gestes des exercices de la mort, comme, je prends un exemple, le concept de diversio chez les épicuriens, cette technique
de détournement de l'attention devant les fantasmes pathogènes. Comment il devient, pour certains moralistes, le concept clé d'une éthique et d'une esthétique du divertissement à l'âge classique. Mais pas uniquement dans le sens critique que Pascal donne à ce terme, mais dans le sens aussi d'un trait anthropologique de l'homme comme être pour le divertissement, comme être qui a besoin de se détourner de soi pour être soi aussi. Donc là, voilà un type d'exemple, je crois, où le travail de cette figure particulière qui est un moraliste consiste à se concentrer sur un point du système et en faire un élément clé de l'analyse morale. Troisième axe dans ce que j'ai entendu, qui m'intéresse beaucoup, c'est à quel moment la philosophie elle-même, dans son histoire, a-t-elle éprouvé le besoin de donner au concept de vie, au concept de mœurs des philosophes, une consistance déterminante pour interpréter la philosophie. Je pense en particulier à un philosophe comme Pierre Gassendi, dont l'ouvrage sur la vie et les mœurs d'Épicure considère que sous ce qu'il nous reste d'Épicure, il faut reconstituer une vie, il faut reconstituer des mœurs pour comprendre vraiment la puissance de cette philosophie. Et or, ce texte a eu un rôle fondamental pour la diffusion de la compréhension de l'épicuréisme, et aussi, mais au-delà de ça, pour l'importance aussi d'une réflexion à la fois vitale et morale sur ces textes des philosophes. Donc là, il y aurait peut-être un chemin à mener jusqu'à Pierre Hadot via Dilthey, pour comprendre justement ce que c'est qu'interpréter un texte humain d'une certaine manière, à partir d'une vie, et pas simplement à partir de mots renvoyant à des mots, de concepts renvoyant à des concepts. Quatrième axe qui me paraît intéressant pour qui s'intéresse aux relations entre littérature et philosophie, à partir de quel moment et dans quelles circonstances, précisément, la littérature est-elle le lieu d'un exercice, soit d'un exercice de soi, d'un exercice sur soi, mais sans terme fixe, sans accès à une objectivité quelconque, sans accès à ce que Pierre Hadot et d'autres nomment une sagesse. Mais dans son texte, son entretien interrompu avec Michel Foucault, il parle justement, il dit le mot sagesse n'apparaît pas chez Michel Foucault, et Michel Foucault parle plutôt d'une esthétique de l'existence. Or, je me demande si la littérature, tout en étant exercice, n'est pas aussi fondamentalement un exercice d'anti-sagesse à bien des égards, et très souvent en tout cas, un harcèlement, comme dirait Millet aujourd'hui, un harcèlement des sagesses comme autant d'illusions de la philosophie ou comme autant d'impostures du discours dogmatique. Voilà. Donc ça aussi, c'est une dimension. Qu'est-ce qu'un exercice sans sagesse ? Et ça aussi, c'est une des grandes ruptures introduites par Montaigne. Car si Montaigne peut être rattaché aux exercices de la philosophie antique, c'est aussi un immense ébranlement en ce qui concerne la sagesse. Et de ce point de vue, il me semble qu'une grande part de la littérature est aussi un exercice dans la tradition aussi de Lucien, en ce qui concerne la philosophie, dénonçant la comédie des philosophes, la philosophie dogmatique comme comédie, justement, par opposition à une littérature qui refuse, par principe, toute démarche fondationnelle, c'est-à-dire qui ne fonde rien. La littérature ne fonde rien. D'un certain point de vue, c'est un étrange objet. Et on pourrait lire certaines fables de La Fontaine, par exemple, qu'on a souvent réduites à une sagesse tranquille, comme un exercice de ce type, puisqu'elle ne débouche sur aucune sagesse constituée. C'était des remarques en désordre, mais qu'il faudrait évidemment approfondir pour qui s'intéresse aux relations entre littérature et philosophie sur ce point. Donc, j'aimerais maintenant passer la parole donc à Anne-Lise Darras, qui souhaitait intervenir, je crois, sur des résonances du côté de l'art. Je crois qu'il voilà. Maintenant, ah oui, d'accord. L'aspect que je voudrais pour ma part brièvement mettre en évidence dans le travail de Pierre Hadot est la façon dont il aborde la question de l'art. Je voudrais insister tout particulièrement non seulement sur la cohérence de la perspective qui est la sienne, mais aussi et surtout
sur l'intérêt majeur que présentent ces analyses du point de vue de l'histoire de l'art et des interrogations que celui-ci a suscitées et suscite encore aujourd'hui. Pour cela, je m'appuierai sur 2 textes. Le premier est la note sur l'esthétique, publiée en appendice d'une réédition de son ouvrage sur Plotin ou la simplicité du regard, ouvrage paru en 1963. Le second texte est l'ouvrage paru en 2004 qui a pour titre Le voile d'Isis et dont le sous-titre est Essai sur l'histoire de l'idée de nature. De manière générale, il me semble en effet que chacun de ces 2 textes témoigne bien du souci constant qu'a Pierre Hadot d'établir entre l'Antiquité et le temps présent, on l'a déjà abondamment vu aujourd'hui, des correspondances, de comprendre le monde qui nous entoure et notre place à nous dans ce monde, non pas peut-être à partir d'eux, mais tout au moins en liaison avec la façon dont les hommes de l'Antiquité percevaient l'un et l'autre, tout en ayant soin, bien sûr, de laisser à l'Antiquité sa spécificité, son autonomie, et sans aucun doute l'identité qui est la sienne, voire l'étrangeté qu'elle continue d'avoir malgré tout à nos yeux. Ce sont donc les conditions d'un dialogue entre les époques qui se trouvent par lui créées. Certes, ces 2 textes ont été publiés à plusieurs années d'intervalle et ils diffèrent bien sûr par leur nature. Le premier est une note de quelques pages sur le rapprochement entre d'une part les conceptions plotiniennes et d'autre part l'art de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'époque moderne et contemporaine, tandis que le second est un ouvrage volumineux qui se présente à la fois comme un essai et comme un récit de l'histoire d'une idée, celle de Secret de la nature, et couvre 25 siècles. Mais les 2 textes ont plusieurs thèmes, plusieurs interrogations et réponses en commun qui révèlent la continuité d'une réflexion, d'une préoccupation. Il m'est bien sûr impossible de parcourir ici tous ces thèmes, mais j'en relèverai au moins 2 qui m'intéressent tout particulièrement. Le thème du regard de l'homme sur le monde médiatisé à travers la création et la contemplation de l'œuvre d'art, et la notion de dévoilement. Les 2 sont bien sûr liés. Car parmi les questions que nous nous posons à propos de l'art ou qui se posent à l'artiste, l'on trouve celle-ci présente en filigrane dans le travail de Pierre Hadot. Comment voir? Que voit-on quand on regarde une œuvre d'art? Quelle est la nature, la fonction de l'art et aussi, surtout, comment rendre visible ce qui est invisible? Ces questions trouvent leur origine dans l'idée selon laquelle l'art peut donner à voir autrement, et peut-être mieux, ce que voit la perception sensible, ce que nous appelons la réalité ou le réel, qui nous demeure énigmatique ou au moins n'est sans doute pas ce que nous croyons qu'il est. La démarche entreprise par Pierre Hadot fait fond de ces questions, et elle s'attache à montrer de façon précise que non seulement les interrogations sont communes d'une époque à l'autre, mais aussi que les réponses elles-mêmes peuvent parfois être communes ou du moins se rejoindre par-delà leur diversité. Ainsi, dans sa note sur l'esthétique, il part de ce portrait du IIIe siècle, après Jésus-Christ, qui a été identifié par le père Lorange comme étant celui de Plotin, caractéristique, je cite, de la tendance impressionniste qui se fait jour dans l'art romain du portrait au milieu du IIIe siècle, où l'on reconnaît le visage illuminé par l'intelligence dont parle Porphyre. Se référant aux travaux d'André Grabart, Pierre Hadot souligne tout d'abord les rapprochements que l'on peut établir entre les conceptions plotiniennes et l'art de la fin de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Pour Plotin, comme pour les artistes de cette époque, il s'agit de faire en sorte qu'artistes et spectateurs découvrent dans l'œuvre d'art je cite, la forme intelligible, plus vivante, au-delà de l'objet sensible. Ainsi, la fonction heuristique, cognitive de l'art est-elle mise en évidence. Mais pour percevoir cette forme transcendante, l'œil, souligne Pierre Hadot, doit transformer sa manière de voir. La vision doit devenir intérieure jusqu'à ce que l'on ne fasse plus qu'un avec l'objet vu, comme le dit Plotin dans son premier traité. Il faut échanger cette manière de voir pour une autre. De fait, c'est cette vision idéale et transparente que l'on retrouve dans les œuvres de cette époque. L'espace y est absorbé, traversé de part en part et envahi par la lumière. Il n'y a plus de limite entre le spectateur et l'objet contemplé. Le plan est unique. Et ce mouvement d'absorption
correspond bien à la conception de la vision que, comme le rappelle Pierre Hadot, Plotin exprime dans d'autres traités. L'artiste semble, je cite, comme Plotin, supposer que nous sommes transportés par la vision à la place de l'objet représenté et que nous ne fassions plus qu'un avec lui. Comme il est ensuite rappelé, ce sont aussi les conceptions plotiniennes qui permettent à Georges Dutuit, dans Le Feu des Signes, de comprendre non seulement l'art byzantin, mais aussi l'art moderne, et en particulier celui de la peinture. L'ouverture de l'espace, un espace spirituel, à des hommes qui ne sont pas, selon Georges Dutuit, des spectateurs, mais sont dans un état de grâce psychique et mentale, et la métaphysique de la lumière se retrouvent ainsi dans les propos de Matisse, qui dit chercher, je cite, à traduire un état d'âme créé par les objets qui l'entourent, et parle lui aussi d'identification avec l'objet qui se réalise en prenant appui sur les intervalles par lesquels la lumière fait irruption. Enfin, que la création d'une œuvre d'art ou sa contemplation relève de ou conduise à une expérience de la vision est une idée que Pierre Hadot distingue aussi dans la phénoménologie et en particulier chez Maurice Merleau-Ponty, analysant l'œuvre de Cézanne dans L'œil et l'esprit. Après avoir rappelé ces phrases de Merleau-Ponty, je cite, « La peinture n'imite plus le visible, elle rend visible, elle est l'épure d'une genèse des choses, le tableau montre comment les choses se font choses et le monde monde », Pierre Hadot conclut. Le problème de la peinture moderne, qui est aussi celui de la phénoménologie, était donc déjà le problème de la pensée plotinienne. La genèse du visible. Comment les choses peuvent-elles nous apparaître ? Fin de citation. Telle est précisément la question sur laquelle revient l'étude intitulée « Le voile d'Isis ». Et de fait, Pierre Hadot précise dans son avant-propos s'être intéressé à la notion de secret de la nature dans l'Antiquité et les temps modernes, à peu près dans les années 60, donc à peu près à la même époque que celle à laquelle paraissait le livre sur Plotin ou la simplicité du regard. Il semble donc que la note sur l'esthétique, du moins c'est ce qu'il me semble à moi, ait tracé un chemin que poursuit l'essai sur l'histoire de l'idée de nature. Plusieurs textes ont bien sûr guidé cette réflexion de Pierre Hadot sur l'art et la genèse des formes, mais je ne peux m'empêcher de penser à l'un d'entre eux en particulier, que l'on retrouve d'ailleurs cité dans le voile d'Isis, qui constitue, me semble-t-il, qui peut constituer, me semble-t-il, un fil conducteur qui permettrait de comprendre le sens de l'enquête de Pierre Hadot et de sa réflexion. C'est le premier chapitre du traité 31 ou 5.8 de Plotin, dont je cite cet extrait. Il faut savoir que les arts n'imitent pas simplement ce qui est vu, mais remontent aux principes formels dont provient la nature. Ensuite, il faut savoir aussi qu'ils font beaucoup de choses par eux-mêmes et qu'ils améliorent ce qui est déficient parce qu'ils possèdent la beauté. Car Phidias aussi a créé son Zeus sans se référer à quelque objet sensible, mais en le concevant tel qu'il serait si Zeus consentait à paraître à nos regards. Fin de citation. Je rappelle très, très brièvement, pour qu'on comprenne bien ce qui va suivre, le point de départ de l'ouvrage Le voile d'Isis. Ce point de départ, c'est la page de dédicace de la version allemande de l'essai sur la géographie des plantes de von Humboldt, qui est paru en 1807. On y voit un personnage qui tient dans sa main gauche une lyre et qui, de la main droite, dévoile la statue d'une déesse dont le buste est formé de 3 rangées de seins et dont la partie inférieure du corps est enserrée dans une étroite gaine ornée de figures d'animaux. Je reprends ici la description de Pierre Hadot. Le livre de Goethe, La métamorphose des plantes, est posé au pied de la statue. Goethe interpréta cette illustration flatteuse, ce qu'il appelle cette illustration flatteuse, en supposant qu'elle, je cite Goethe, laissait entendre que la poésie, elle aussi, pourrait soulever le voile de la nature. Ceci conduisit Pierre Hadot à établir un rapprochement avec l'aphorisme d'Héraclite, bien connu, « La nature aime à se cacher », et à entamer une véritable enquête sur ce sujet. Après avoir étudié l'élaboration de l'idée de nature dans l'Antiquité,
l'idée que la nature est un art en particulier, puis celle de l'idée du secret de la nature, de l'Antiquité jusqu'au temps moderne, Pierre Hadot retrace l'histoire des exégèses de ce fragment. Il montre en particulier que l'aphorisme devint, pour les néoplatoniciens, non plus la nature aime à se cacher, mais la nature aime à s'envelopper, et rappelle à la suite de Erwin Panofsky et Edgar Wind que cette interprétation a influencé les peintres de la Renaissance. Je cite Pierre Hadot. Le vêtement représentant le corps et la nudité, la puissance incorporelle séparée du corps, la nature est représentée comme une femme nue pour symboliser sa simplicité et son caractère transcendant, mais aussi pour suggérer que la nature se dévoile à celui qui la contemple. Et il cite en particulier, il donne pour exemple en particulier des tableaux de Titien ou de Botticelli. Dans un deuxième temps, Pierre Hadot revient sur le thème du secret de la nature pour montrer, et c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, que face à cette conception, deux attitudes sont possibles qui ne s'opposent pas nécessairement et parfois même se rejoignent. Une attitude prométhéenne et une attitude orphique. Après avoir retracé l'histoire de la première, qualifiée de volontariste, qui veut, je cite, découvrir avec ruse et violence les secrets de la nature, histoire qui s'étend des débuts de la mécanique grecque à la révolution mécaniste du XVIIe siècle et ouvre la voie au monde technique et industrialisé dans lequel nous vivons, Pierre Hadot étudie l'autre méthode qu'il qualifie de contemplative, celle qui, je cite, cherche à découvrir les secrets de la nature en s'en tenant à la perception, sans l'aide d'instruments, et en utilisant les ressources du discours philosophique et poétique ou celles de l'art pictural. C'est dans l'analyse consacrée à cette seconde attitude, présente, selon Pierre Hadot, depuis le Timée de Platon jusqu'à Claudel, que l'on retrouve les thèmes évoqués dans la note sur l'esthétique. En effet, ce que Pierre Hadot s'attache à démontrer, c'est l'identification réciproque de l'art et de la nature que cette attitude présuppose ou implique. L'œuvre d'art au sens large, et le discours philosophique en est une, est, dit-il, je cite, un mode de connaissance de la nature. Cette connaissance n'étant autre, selon le mot de Paul Claudel, qu'une connaissance, parce que l'artiste épouse le mouvement créateur de la nature et que l'événement de la naissance de l'œuvre d'art n'est finalement qu'un moment de l'événement de la naissance de la nature. On retrouve là l'idée de Plotin, selon laquelle l'art imite au sens de « fait comme la nature », idée dont on retrouve la filiation chez Goethe, qui disait « Je présume que les artistes grecs procédaient selon les lois de la nature elle-même, lois dont je suis les traces. » Mais aussi chez Picasso, je cite Picasso, « Il ne s'agit pas d'imiter la nature, mais de travailler comme elle », ou encore chez Paul Klee, pour qui, je cite, « La nature naturante importe davantage au peintre que la nature naturée. » Inversement, la fonction heuristique de l'art et le rôle de véritable interprète de la nature qui se trouve ainsi attribué au poète, le poète au sens large, parce qu'il en connaît les secrets, ont leur origine dans l'idée que, je cite Pierre Hadot, la nature elle-même agit comme un poète et que ce que produit la nature est poème, la nature est art. De nouveau, la filiation est claire, comme le montre Pierre Hadot, pour cette conception qui est présente à la fois chez les hommes de l'Antiquité, Philon, les stoïciens, Plotin, et, entre autres exemples, chez les romantiques allemands, Novalis, Schelling, Hölderlin. De même, la proximité est grande entre, d'une part, l'idée selon laquelle le poème de la nature, le monde dans lequel nous sommes, dont nous faisons partie et que nous sommes, constitue un langage à déchiffrer, détenteur d'une vérité cachée, et d'autre part, la question ou la tâche commune aux artistes depuis le IIIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine, comment rendre visible l'invisible. Il me semble donc que cette question soit aussi celle que se pose à lui-même Pierre Hadot, à travers sa réflexion sur l'art et la nature et sur leur commune essence. Cela ne peut étonner, si l'on songe bien sûr à la perspective dans laquelle il lit les néoplatoniciens et les philosophes de l'Antiquité en général, à son intérêt et ses travaux sur la mystique. Si l'on songe aussi bien sûr à ses travaux sur les exercices spirituels, l'étude de la nature et la contemplation d'une œuvre d'art n'en sont-elles pas? Si l'on pense enfin à son souci constant de ne jamais dissocier les œuvres des auteurs philosophiques de l'Antiquité
Je cite, ce passage est tiré de l'éloge de la philosophie antique de la leçon de Pierre Hadot au Collège de France. De ne jamais dissocier les œuvres des auteurs philosophiques de l'Antiquité des conditions concrètes dans lesquelles ils écrivent. Fin de citation. De mettre en évidence leur aspect proprement littéraire, l'esthétique au sens large dont chacun relève spécifiquement, et de les considérer toujours, au fond, comme des œuvres d'art qu'avec lui, grâce à lui, nous contemplons. Merci. Bien, je propose que nous viendrons aux questions peut-être après. Philippe Hoffmann souhaitait également faire ses commentaires, mais le micro marche-t-il ? Je peux y aller. Merci beaucoup. Je voudrais, quant à moi, commencer par un témoignage. Il a été dit ce matin, à 2 reprises au moins, que pour commenter, pour comprendre l'idée d'une liaison de la vie et de la pensée, de l'existence et de l'étude, pour comprendre ce que signifie la philosophie comme manière de vivre, il faudrait aussi pouvoir parler de la vie de Pierre Hadot lui-même comme philosophe pratiquant la philosophie comme manière de vivre. Et je rebondirai, puisque c'est aussi sur ces pages que mon attention s'est portée, je rebondirai sur les remarques très profondes formulées il y a un instant par Arnold Davidson sur la séquence Apprendre à lire de l'article fondateur sur les exercices spirituels, en décrivant brièvement et sobrement deux souvenirs. En 1973-1974, à l'invitation d'Alain Le Boulleuec, à l'École normale supérieure, j'étais très jeune à l'époque, Pierre Hadot a donné un séminaire dans la salle de grec, aujourd'hui disparue dans la bibliothèque de l'école, un séminaire qui portait sur la vie de Plotin par Porphyre. Et nous étions quelques-uns sortis des classes préparatoires, habitués à une conception de la philosophie précisément comme système dogmatique, agencement de concepts, à découvrir avec émerveillement tout à la fois les notions de néoplatonisme qui nous étaient dispensées par Pierre Hadot, mais aussi et surtout, fondamentalement, 2 idées. Premièrement, qu'un discours doit toujours être compris dans l'horizon du style de vie qui est en quelque sorte son origine et ce à quoi doit convertir ce discours, et d'autre part, que la lecture d'un texte est fondamentalement une nutrition. À ce souvenir, j'ajouterai un 2e souvenir, qui est celui du cours donné dans la salle du Mésil de l'École pratique des hautes études sur les pensées de Marc Aurèle, l'année où le cours avait été intitulé « La conscience cosmique dans les pensées de Marc Aurèle ». Et à cette occasion, il nous fut donné de découvrir ce que Pierre Hadot lui-même vient de rappeler il y a un instant, qu'il y a non pas contradiction mais complémentarité entre une lecture de type scientifique marquée par l'acribeia et par l'acribie philologique la plus parfaite, intégrant tout à la fois les problèmes d'édition de texte et également les questions sémantiques complexes de la langue grecque d'époque impériale et du lexique philosophique, qu'il n'y a pas de contradiction donc entre une lecture frappée au coin de l'acribeia scientifique et, d'autre part, une lecture tout entière orientée vers la transformation, vers la modification intérieure. Et je puis porter témoignage que ce commentaire, cette lecture collective des pensées de Marc Aurèle était un véritable exercice spirituel
que nous pratiquions en commun sous la direction d'un maître, ce qui correspond très exactement à ce que les professeurs grecs de l'Antiquité tardive ont décrit ensuite sous le nom de sunanagnosis. Il me semble donc que, d'une certaine manière, il existe une réponse à la question qui était posée tout à l'heure. Y a-t-il des lieux? Et je pense que même à l'intérieur de l'université, il peut y avoir effectivement des lieux où la lecture comme exercice spirituel est pratiquée. Je voudrais intervenir modestement, n'ayant pas de compétences du tout en matière de philosophie moderne, pour porter témoignage en tant que chercheur et aussi en tant que professeur dans le domaine qui est le mien et qui est le domaine de l'Antiquité tardive et de la lecture des auteurs d'époque impériale et plus particulièrement des 5e et 6e siècles. Je jouerai donc un peu sur les mots en considérant qu'après tout, ces gens-là étaient appelés en grec des néotéroi, c'est-à-dire à bien des égards des modernes. Si nous revenons une fois de plus sur la causalité réciproque du discours et de la vie, du logos et du bios, en résumant ce qui a été souligné dès ce matin, il apparaît clairement que le bios, dans les analyses de Pierre Hadot, s'entend au fond selon, pourrait-on dire, 3 significations fondamentales. Tout à la fois, c'est le lieu du choix fondamental en amont, du choix fondamental qui excède ultérieurement le discours, le logos. Le bios est aussi, à un autre titre, absolument consubstantiel à la pensée et ne s'en distingue guère, au sens, par exemple, où, même chez Aristote, la théoria est absolument prise dans les mailles d'un mode de vie théorétique, et le bios est aussi la vie qui est pratiquée, vécue, informée par la doctrine au terme d'une véritable innutrition. Quant au logos, qui tout à la fois convertit vers le bios et en porte la trace, en recueille le souvenir, en recueille la mémoire, Pierre Hadot nous a enseigné, tant dans ses cours que dans ses ouvrages, qu'il est non seulement oral, mais aussi écrit. Je reviendrai sur cette question de l'oral et de l'écrit dans un instant. Et surtout, je fais ici allusion à nombre de ses écrits, mais aussi à un cours très particulier donné une certaine année à l'École pratique des hautes études et qui était spécifiquement consacré au genre littéraire philosophique. Pierre Hadot nous a enseigné que l'interprétation des textes et l'étude de la lecture doit être réglée par une juste appréciation du genre littéraire philosophique qui donne sa forme à l'ensemble du discours philosophique. Ces références théoriques étant essentiellement, au fond, de 2 ordres, en apparence distincts, mais qui se fondent d'une manière très intéressante dans son œuvre. Il y a, et Sandra Laugier en parlera dans un instant, évidemment les analyses proposées dans les articles qui ont été rassemblés dans le livre Wittgenstein et les limites du langage, et notamment cette notion de jeu de langage qui a été d'une extrême fécondité dans les méthodes de lecture proposées par Pierre Hadot sur les textes antiques. Mais il y a aussi chez lui, et là l'historien est non seulement un historien de la philosophie, mais je dirais tout simplement un historien de l'Antiquité et un helléniste, il y a chez Pierre Hadot une connaissance extrêmement précise et féconde de l'histoire de la rhétorique antique dans ses relations avec la philosophie. Tout se passe en effet comme si, dans l'Antiquité, on assistait à l'histoire d'une brouille suivie d'une réconciliation. N'est-ce pas ? La brouille entre Platon et Isocrate, qui bien vite, à partir de l'époque hellénistique, succède à diverses modalités d'une réconciliation, et l'on peut dire que l'on ne comprend rien à la littérature et aux textes de la fin de l'Antiquité et du début de l'époque byzantine, si l'on ne part pas du fait que la rhétorique et la philosophie étaient réconciliées, comme l'atteste d'ailleurs le fait
que nombre de philosophes, on pense à Syrianus, on pense à Damasius et aussi à Simplicius, ont été, au moins dans une partie de leur carrière, des professeurs de rhétorique. Il découle de ce point de vue et de cette double perspective théorique, au fond, Wittgenstein et l'histoire de la rhétorique antique, une prise en considération et une classification des genres littéraires philosophiques qui est d'une extrême importance dans notre travail d'exégèse et de lecture de ces textes. Il faut en effet, comme nous y invite Pierre Hadot, distinguer évidemment entre le dialogue, le discours long, le discours d'enseignement, d'autres formes littéraires comme la rédaction de monographies ou ce genre très particulier qu'est la stoikeiosis, la rédaction d'éléments, les stoikeia, ce sont les modes d'écriture que l'on a chez Épicure comme chez Proclus, et il y a à la fin de l'Antiquité l'éclosion, pourrais-je dire, du commentaire exégétique long des textes faisant autorité. La liste pourrait s'allonger, l'on pourrait raffiner évidemment, mais ce ne sont que quelques exemples particulièrement frappants de la variété de ces genres littéraires qui constituent le cadre de toute interprétation rigoureuse des affirmations qui sont contenues dans ces textes. Ces genres littéraires ne sont pas seulement le cadre de l'appréciation véritative de propositions, ils correspondent également à des stratégies diversifiées quant aux effets psychologiques que les textes doivent effectuer, que les discours, car ces textes entretiennent parfois un cousinage très proche avec les discours oraux, que ces textes ou que ces discours doivent exercer tant sur l'auteur, le locuteur ou le scripteur, que sur les destinataires, qu'il s'agisse de l'interlocuteur d'un dialogue, qu'il s'agisse de l'étudiant auditeur ou même des lecteurs futurs. Et dans ces différents schèmes de communication, je remarquerai l'emploi, par exemple, chez un auteur comme Simplicius à la fin de l'Antiquité, d'une formule extrêmement intéressante, c'est-à-dire le participe futur oi entoxomenoi, qui signifie les lecteurs futurs du texte les lecteurs auxquels on s'adresse. Donc, les recherches et les analyses de Pierre Hadot nous ont en quelque sorte balisé le terrain pour un travail général d'herméneutique des textes antiques. C'est ainsi que ces textes peuvent être considérés, et ces formules ne sont pas exclusives les unes des autres, comme des traces d'une recherche. Le genre zététique est extrêmement important. Si l'on ne comprend pas cela, on ne peut même pas comprendre les principes de composition en apparence très déconcertants, par exemple, de traités de Plutarque. Et je pense que cela pourrait être transposable dans la littérature de la Renaissance, par exemple, à l'appréciation de la composition de certains essais de Montaigne, Plutarque-Montaigne. Trace d'une recherche, modèle offert à l'imitation, c'est toute la question de l'éthique des dialogues, trésor d'une doctrine conservée et offerte à la remémoration. Ces œuvres ont toutes comme projet un effet de persuasion. Il s'agit de persuader de la vérité. Et certaines d'entre elles doivent être, appréhendées simultanément selon un niveau de lecture protreptique ou gymnastique ou comme s'adressant par le mode de l'allusion à des lecteurs beaucoup plus avertis. À travers les articles et les ouvrages de Pierre Hadot, ce sont tous ces modes d'appréciation qui conjoignent très finement description du genre littéraire et description en quelque sorte de la stratégie rhétorique de communication qui nous sont proposées méthodologiquement. Alors je voudrais, dans la deuxième partie de mon exposé, procéder finalement à un commentaire de texte. Et je commencerai par lire un passage qui se trouve à la page 69
du livre Exercices spirituels et philosophie antique dans l'édition publiée chez Albin Michel. Voici ce que dit Pierre Hadot. Lorsqu'on aborde les commentaires d'Aristote ou de Platon rédigés par les néoplatoniciens, on a tout d'abord l'impression que leur rédaction est conduite uniquement par des préoccupations doctrinales et exégétiques. Mais à un examen approfondi, il apparaît que la méthode de l'exégèse et son contenu doctrinal sont, dans chaque commentaire, fonction du niveau spirituel des auditeurs auquel le commentaire s'adresse. C'est qu'il existe un cursus de l'enseignement philosophique fondé sur le progrès spirituel. On ne lit pas les mêmes textes aux commençants, aux progressants et aux parfaits, et les notions qui apparaissent dans les commentaires sont elles aussi fonction des capacités spirituelles de l'auditeur. Le contenu doctrinal peut donc varier considérablement d'un commentaire à un autre, pourtant rédigés tous deux par le même auteur. Cela ne signifie pas qu'il y a eu variation doctrinale chez le commentateur, mais que les besoins des disciples étaient différents. Cette page devrait être apprise par cœur par chacun d'entre nous, en tout cas par tous les chercheurs qui travaillent sur la littérature de l'Antiquité tardive, et les spécialistes savent que ces vérités contenues dans cette page ne sont pas encore assimilées par nombre de nos collègues. Alors, quelques instants, si vous voulez, je voudrais proposer quelques réflexions très générales sur cette littérature des commentaires que l'on qualifie parfois de scolastiques sur Platon et sur Aristote, en prenant plutôt mes exemples éventuels dans les commentaires sur Aristote. Tout d'abord, je crois qu'il faut poser les questions. Qu'est-ce qu'écrire? Qu'est-ce que écrire pour le commentateur? Qu'est-ce que lire? Cela signifie deux choses. Qu'est-ce que lire pour le commentateur antique lisant un texte autoritatif? Qu'est-ce que lire pour nous, chercheurs et philosophes modernes, lisant un commentaire tardo-antique d'un texte classique? Qu'est-ce que commenter? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose encore. Commenter pour le commentateur antique, commenter pour nous qui faisons ce que un professeur a qualifié de méta-commentaire. Ce sont donc ces questions qu'il faut à la fois distinguer et entrecroiser les unes par rapport aux autres. Pour cela, l'œuvre de Pierre Hadot nous a appris à distinguer entre divers points de vue. Tout d'abord, le phénomène de l'école, tel qu'il se solidifie à la fin de l'Antiquité, constitue au cœur du dispositif des textes que l'on pourrait appeler des textes autoritatifs livrés à l'exégèse. Et un texte célèbre de la vie de Proclus par Marinus, qui nous décrit l'organisation de la journée de Proclus, est d'un très grand intérêt. On y apprend que Proclus commence par sa journée par une prière au soleil, rejetons visible du bien, puis qu'il donne les leçons d'explication de texte des auteurs au programme, conformément au cursus, après quoi Proclus a un temps d'écriture. Il écrit 700 stikoi par jour. Et ce sont évidemment la mise par écrit des commentaires ainsi que des monographies ou des diverses œuvres écrites qu'il a lui-même écrites. Prière au soleil au milieu du jour, l'après-midi est consacré aux discussions philosophiques avec les collègues et aux séminaires non écrits, et la journée se termine par une dernière prière au soleil, pendant que Proclus, qui est un philoponos, évidemment dort très peu, n'accorde au corps que le strict nécessaire, et passe sa nuit à résoudre des apories philosophiques ou scientifiques restés en suspens dans la journée, à proclamer, à réciter des hymnes en l'honneur des dieux, ou à écrire lui-même les hymnes, et c'est l'origine nocturne des fameux hymnes de Proclus. On comprend très bien que écrire un commentaire pour un auteur philosophique de la fin de l'Antiquité, ou écrire une monographie, correspond évidemment à un acte essentiel qui est lié à la pédagogie et qui s'inscrit dans un cursus.
La compréhension, ce que nous apprend Pierre Hadot, c'est que la compréhension des règles d'écriture de l'auteur ancien est un préalable indispensable dans le travail de l'exégète moderne pour comprendre quelles sont les règles d'interprétation à appliquer au texte de l'Antiquité. Nous serons ainsi conduits à distinguer, c'est là que la considération des genres littéraires intervient, par exemple, entre une monographie qui a pour objet de dresser un panorama théorique et dogmatique sur une question singulière, le cadre, par exemple, c'est le cas par exemple du traité de Damasius sur le nombre, le lieu, le temps, et d'autre part un commentaire qui, lui, suit l'ordre du texte autoritatif. Lire, d'autre part, un texte pour le commentateur de l'Antiquité, il faut que nous comprenions ce que cela signifie. Qu'est-ce que, pour Proclus ou pour Simplicius, lire un texte de Platon ou d'Aristote ? Eh bien, il faut passer par le détour de considérations complexes. Il faut comprendre tout d'abord quelle est la philosophie néoplatonicienne de l'histoire de la philosophie. Et là, nous avons, par exemple, entre autres textes, la préface grandiose de la théologie platonicienne de Proclus, dans laquelle nous voyons que, d'une certaine manière, il n'y a pas d'histoire de la vérité, simplement une histoire du déploiement de la vérité. Il faut également comprendre quel est le préjugé symphonique qui a été théorisé en quelque sorte par Syrianus dans un traité perdu sur l'harmonie d'Orphée, Pythagore, Platon avec les oracles chaldéiques. Il faut comprendre plus profondément ce qu'est un texte pour un auteur de l'Antiquité, notamment pour un philosophe de l'Antiquité, et notamment quelle est la force, la présence et la réalité de ce que j'appellerais l'implicite du texte. Un commentateur, ce que Pierre Hadot a exposé dès son article séminal de 1968 sur philosophie, exégèse et commentateur, un commentateur de l'Antiquité et du Moyen-Âge a le sentiment subjectif, l'intention d'expliciter ce qui est présent dans le texte, ce qui explique que la nouveauté, la création en philosophie soit non pas l'objet d'une intention, mais d'une certaine pratique réglée du contresens exégétique. Il y a une fécondité philosophique du contresens philologiquement avéré et parallèlement un refus de l'originalité individuelle, un refus de la kainoprépéia. Ce sont des éléments que je me contente de rappeler et qui tracent un climat très particulier de l'exégèse antique. Si l'on ne comprend pas ce climat, on ne peut pas interpréter correctement les textes de l'Antiquité. Dernier point, et je m'arrêterai simplement là-dessus, la question de la systématicité. Dans le travail que nous devons faire sur les auteurs de l'Antiquité, Pierre Hadot a tracé des voies méthodologiques extrêmement fécondes par la réflexion qu'il a engagée sur l'idée de systématicité. Certes, la systématicité existe au fond, par exemple chez Proclus. On peut dire que les éléments de théologie de Proclus, notamment, représentent un des exemples les plus achevés de la recherche d'une systématicité théorique. Mais le plus intéressant et le plus fécond dans l'œuvre de Pierre Hadot, pour nous, historiens de la philosophie ancienne, ce sont ces remarques disséminées tout au long de son œuvre sur le fait qu'il existe des modalités non systématiques de la rationalité philosophique qui se réalisent dans la pratique des commentaires au fil des textes. Et c'est là, je ne peux pas développer ce point, je crois qu'il y a un outil conceptuel extrêmement puissant pour nous. Alors je terminerai en cédant la parole en quelque sorte à un auteur qui m'est cher, qui est Simplicius. Et Simplicius, dans le prologue de son commentaire aux catégories d'Aristote, explique comment il a travaillé. Il a, dit-il, parmi toute une série d'autorités, élu particulièrement deux sources
qui lui ont offert les matériaux, la matière première de son magnifique commentaire sur les catégories d'Aristote. Et ces deux sources sont Porphyre et Jamblique. Le grand commentaire de Porphyre à Guédalios, mieux connu par Michael Chase, et le commentaire de Jamblique sur les catégories. Simplicius nous explique avoir voulu, d'une part, restreindre la masse de ses commentaires, et d'autre part, et surtout, avoir traduit dans le sens de la clarté, appliquant en quelque sorte l'idéal aristotélicien de Saphénéia, avoir traduit dans le sens de la clarté le commentaire de Jamblique qui, dit-il, est inaccessible à la plupart des hommes en raison de son obscurité. Cet exercice à la fois de réduction quantitative et de simplification stylistique qui s'accompagne de transcription apographée de longs fragments des commentaires de ses illustres prédécesseurs est décrit par lui comme un exercice spirituel qui, dit-il, doit le conduire à une akribestera katanoesis, c'est-à-dire à une compréhension plus précise de la doctrine de la vérité. Autrement dit, l'écriture du commentaire qui inclut la transcription de textes issus de ces autorités est un exercice spirituel par écrit, et cette notion d'exercice spirituel par écrit, qui est évidemment le concept recteur pour interpréter les pensées de Marc Aurèle, dont Ilse Trautado a montré qu'elle caractérise également une œuvre comme le commentaire de Simplicius sur le manuel d'Épictète, cette notion fonctionne aussi très bien pour décrire d'autres commentaires de Simplicius, et notamment de son aveu même, le commentaire sur les catégories. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, et je terminerai vraiment là-dessus. Les commentaires sont donc des exercices spirituels par écrit. Lorsque l'objet du commentaire est un objet divin, je pense par exemple au commentaire sur le traité du ciel d'Aristote, le commentaire tout entier est décrit comme une sorte d'hymne au cosmos et au démiurge, et des analyses plus fines permettent de montrer que cette écriture du commentaire correspond très exactement à la doctrine néoplatonicienne de la prière, telle que Proclus notamment l'a élaborée à partir d'une interprétation des oracles chaldéiques. Autrement dit, je crois que l'on peut affiner même l'idée du commentaire comme exercice spirituel en donnant à ce terme, au-delà de l'exercice proprement intellectuel qui correspond à l'akribestera katanoesis, toutes ses dimensions et toute son ampleur, je dirais religieuse, dans le cadre de la religiosité néoplatonicienne, hymne et prière. Alors ce sont quelques exemples simplement de la fécondité des voies méthodologiques notamment qui nous ont été proposées par Pierre Hadot tout au long de son œuvre. Merci. Et donc, nous allons maintenant glisser sur plusieurs siècles et parler maintenant de Pierre Hadot dans ses rapports notamment à Wittgenstein, à la philosophie du langage. Et Sandra Laugier, donc, s'en charge. Oui, je voulais remercier les organisateurs de leur invitation, dans la mesure où je ne suis vraiment pas compétente en philosophie antique. Je viens participer à cette table ronde, à cette journée, pour deux raisons. D'abord parce que la philosophie de Pierre Hadot lui-même est une des figures qui importe le plus pour moi, que ce soit pour sa philosophie et sa personne, ce que vous avez appelé sa manière d'être, sa manière de vivre. Donc, c'est quelque chose qui compte énormément. Et par ailleurs, donc, puisque sur ce premier point, je pense ne pas être la seule à pouvoir en parler, mais ce que je voulais également mettre en évidence pour vous, même si plusieurs fois il y a été fait allusion
aujourd'hui, c'est une partie méconnue de l'œuvre de Pierre Hadot, qui est donc l'étude qu'il a proposée de Wittgenstein, mais également d'autres auteurs peut-être moins connus encore, comme ce qu'il a écrit sur le penseur américain Henry David Thoreau. Et je voudrais également faire le lien entre ces deux intérêts. Je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement peu connu, peut-être, même si chacun sait que Pierre Hadot s'est intéressé à Wittgenstein. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'il est historiquement vraiment le premier, donc le premier à avoir, alors lui-même dit qu'il n'est pas tout à fait le premier, il a trouvé un obscur article écrit 6 mois avant les siens, mais je considère qu'il est le premier donc à avoir parlé de Wittgenstein en France. C'était en 1959 et donc il a joué là un rôle de passeur et de pionnier tout à fait extraordinaire, puisqu'il a donc publié un certain nombre d'articles. Ces articles, comme cela a été rappelé, ont été rassemblés récemment dans un petit volume qu'il a accepté de publier après quelques années de harcèlement. Donc, et ce sont des articles dont le premier publié dans la revue de métaphysique et de morale en 1959, d'autres dans Critique un peu plus tard. Ce sont des articles qui non seulement donc, ont été les premiers à présenter d'abord le Tractatus, ensuite les recherches philosophiques, mais des articles dont je voudrais préciser qu'ils étaient absolument précurseurs aussi dans leur interprétation, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment proposé une lecture de Wittgenstein extrêmement novatrice, si novatrice qu'à l'époque c'est passé un peu inaperçu, dans la mesure où ce qui dominait, c'était une certaine interprétation, disons, analytique ou post-positiviste de Wittgenstein, très différente de celle-ci, et qu'il a fallu donc à peu près 40 ans ou un peu plus pour que l'interprétation que propose alors Pierre Hadot soit reconnue comme la bonne interprétation. Cela dit, dès cette époque, Elisabeth Anscombe a écrit à Pierre Hadot, donc il lui avait envoyé l'article, donc son texte possédait le mérite inhabituel de présenter un compte-rendu qui semble dériver purement et simplement de ce que Wittgenstein a dit, et non de ce que Russell ou les philosophes du cercle de Vienne ont pensé qu'il voulait dire. Donc en 1959, c'est déjà donc l'art de la lecture dont on a déjà parlé aujourd'hui, et c'est en effet une lecture qui est extrêmement proche du texte, certes, mais aussi une lecture qui, dès cette époque, donc, insiste sur ce qui est vraiment central dans le Tractatus et dans les recherches philosophiques, à savoir d'une part donc la dimension éthique de l'œuvre, d'autre part la question des limites du langage et du non-sens. Alors ces questions sont vraiment au centre aujourd'hui des débats sur Wittgenstein, sont vraiment peut-être le point le plus crucial qui a été découvert. Ensuite, donc, je voudrais vraiment dire que non seulement Pierre Hadot a découvert Wittgenstein, mais que d'emblée, il avait la lecture qui s'est progressivement imposée. Dans les années 50 et 60, il y a eu une lecture extrêmement simpliste de Wittgenstein comme critique de la métaphysique, donc avec une certaine approche de la signification, donc à partir des années 80, on va dire, avec les interprétations d'abord de Stanley Cavell et ensuite de Cora Diamond, on est progressivement arrivé à une vision de Wittgenstein beaucoup plus proche donc de celle que proposait déjà Pierre Hadot. Donc voilà pour l'importance donc non seulement historique, mais vraiment philosophique de sa lecture. Dans le Tractatus, donc Wittgenstein, et c'est cela qui intéressait évidemment Pierre Hadot, donc affirmait d'une part donc que c'est très bien dit d'ailleurs dans le texte de Pierre Hadot, donc que ce qui s'exprime dans le langage, nous ne pouvons l'exprimer par le langage, c'est-à-dire que la façon dont le langage représente le monde ne peut elle-même être dite dans le langage, et que c'est cela qui constitue les limites du langage. Donc, ce qui intéressait Hadot et ce à quoi il consacrait son premier article, c'est cette question donc de
l'ineffabilité et le fait que le Tractatus se conclut sur ce silence bien connu qui est sur ce dont on ne peut parler, il faut se taire, et donc sur cette idée extrêmement étrange que l'ensemble de l'ouvrage est, c'est évidemment ce qui a toujours fasciné les lecteurs, donc l'ensemble de l'ouvrage est constitué de non-sens. La dernière proposition, enfin plutôt l'avant-dernière, parce que la dernière, je viens de vous la dire. Donc dans l'avant-dernière proposition, Wittgenstein dit que celui qui me comprend que l'ensemble de l'ouvrage est constitué de non-sens, qui semble être une sorte de paradoxe dans la mesure où si l'ensemble du Tractatus est une série de non-sens, on ne voit pas comment quoi que ce soit donc pourrait en être compris. Alors d'emblée, Pierre Hadot a vu que c'était là le point central du Tractatus, ce qui en fixait vraiment le cadre, et maintenant que ces passages ont été beaucoup discutés et travaillés, c'est vrai qu'il apparaît que le moment crucial est en effet quand Wittgenstein dit celui qui me comprend, puisque évidemment on ne peut pas comprendre le texte lui-même, ou les propositions du Tractatus, puisque ce sont des non-sens de façon tout à fait absolue, donc ça ne peut pas être compris ni pensé, c'est cela le propos du Tractatus, mais à la fin, Wittgenstein dit bien qu'on peut le comprendre, lui, l'auteur du texte. Et donc c'est là que s'introduit l'élément éthique, qui s'appelle aussi mystique, c'est d'autres formulations, mais c'est ça l'élément éthique du Tractatus, c'est ce moment où on distingue ce que c'est que comprendre un texte ou des propositions et ce que c'est donc que comprendre l'auteur, comprendre quelqu'un. Donc il est très important de lire là de près le Tractatus et de voir que ce qui est entendu là par Wittgenstein, c'est celui qui me comprend. Et donc il y a dans toute l'œuvre de Wittgenstein cette interrogation sur ce que c'est que réellement comprendre quelqu'un, éventuellement quelqu'un d'extrêmement éloigné ou quelqu'un qui semble dire du non-sens. Donc cette dimension éthique, je crois qu'elle est déjà donc très, très clairement exprimée et perçue donc, dans ces premiers textes de Hadot, et tout ce que je peux faire là, c'est évidemment vous y renvoyer. Alors, je pourrais par exemple citer la conclusion de son premier article, qui est extrêmement lucide sur Wittgenstein, puisqu'il affirme donc que tout langage tend à chercher à s'exprimer comme langage et à exprimer sa propre expressivité. C'est dans cet effort nécessaire, mais nécessairement voué à l'échec, que la philosophie découvre sa propre impossibilité, c'est-à-dire se heurte aux insurmontables limites du langage, mais encore à l'insupportable limite qu'est le langage pour lui-même. Donc là, Pierre Hadot avait très bien exprimé la difficulté centrale de l'œuvre de Wittgenstein, qui est sur l'expression par le langage, donc de sa propre difficulté d'expression, et donc la question d'exprimer sa propre expressivité. C'est cela qui le conduit aussi, dès 1959, à voir l'importance du second Wittgenstein. Alors avec au début quelques petites réticences, je trouve quand même que c'est un peu moins intéressant que le Tractatus, puisque pour Pierre Hadot, le Tractatus a vraiment une dimension éthique, au sens où c'est un ouvrage qui vous transforme, qui a vraiment une influence sur le lecteur, qui le change. Alors, comment est-ce que la seconde philosophie peut aussi avoir cette dimension éthique au sens de la transformation qu'elle apporte chez le lecteur dans le rapport qu'elle institue donc à l'auteur? C'est cela qui est l'objet aussi de la suite des travaux de Pierre Hadot sur Wittgenstein, et en particulier donc sa découverte, là aussi, de quelque chose qui a été établi par les interprètes de Wittgenstein longtemps après, à la suite de nombreuses controverses, mais où on peut considérer que le camp de ceux qui pensent comme Pierre Hadot a finalement vaincu, à savoir la continuité entre le premier et le second Wittgenstein. C'est vrai que dans beaucoup d'interprétations, disons classiques, orthodoxes, analytiques de Wittgenstein, il y a un premier Wittgenstein, donc il y a une espèce de vision métaphysique du rapport du langage et du monde, puis un second Wittgenstein qui va se mettre à décrire le langage ordinaire. Pierre Hadot est un des premiers à avoir
affirmé très clairement, et là c'est dans Wittgenstein, philosophe du langage, le 2e article paru dans Critique, donc Pierre Hadot a affirmé donc qu'entre le premier et le second Wittgenstein, donc l'inspiration et le but de Wittgenstein sont restés identiques, page 68 dans Wittgenstein et les limites du langage. C'est une thérapeutique qui nous est proposée. La philosophie est une maladie du langage. Les problèmes philosophiques surgissent quand le langage prend ses vacances. Et donc, Wittgenstein continue donc à se vouer à la même mission, apporter la paix à l'inquiétude métaphysique, ce qui, et c'est là aussi la transformation malgré tout entre le premier et le second, mais l'intention reste la même. Donc, il y a alors, découvre Hadot, donc un certain genre littéraire. Donc là, on arrive aussi à la question des genres littéraires en philosophie, ou des genres philosophie, donc un genre littéraire en philosophie, un genre plus descriptif, qui sera plus de l'ordre de la confession que de la description, et tout cela est très bien évoqué par Pierre Hadot, et tous ces thèmes ont été repris de façon très développée, mais vraiment de façon similaire chez des auteurs comme Cora Diamond, qui est vraiment une interprète très puissante de Wittgenstein. Et donc, dans les recherches philosophiques, dans la continuité du Tractatus, eh bien, on a toujours l'affirmation d'une immanence de notre vie dans le langage. Et c'est là que l'on pourrait tout à fait retrouver la notion d'exercice spirituel telle qu'elle a été présentée à de nombreuses reprises aujourd'hui, puisque donc la notion d'exercice spirituel va se trouver d'abord chez le premier Wittgenstein avec la transformation qui est opérée par la lecture du texte, et chez le second Wittgenstein dans l'idée d'une sorte de désublimation de la philosophie, une volonté de la ramener sur terre, de ramener les mots à la maison, comme le dit Wittgenstein, et donc dans l'attention à la vie ordinaire à travers l'attention au langage ordinaire, qui est présent dans le Tractatus aussi bien que dans les recherches philosophiques, avec cette idée qui est présente chez le premier et chez le second, toujours celle des limites du langage, et l'idée que le langage est toujours nôtre, au sens où nous naissons dans le langage et que nous n'en sortons pas. Et c'est cela, en fait, ce que d'ailleurs Arnold Davidson a dans son texte sur les exercices spirituels de la philosophie, un texte consacré à Wittgenstein, Hadot et Cavell, donc il appelle les exercices spirituels de la philosophie, qui consistent à accepter en fait cette limitation donc de notre monde à celui de notre langage et l'acceptation de notre langage comme forme de vie. Je cite Stanley Cavell, qui est très proche de Pierre Hadot sur ce point. Pour ces créatures pour lesquelles le langage est notre forme de vie, ce qu'Emerson appelle les victimes de l'expression, les mortels, le langage est partout où nous nous trouvons, ce qui veut dire partout dans la philosophie. Je sais que Pierre Hadot était aussi frappé par cette expression de Cavell, qui indique donc la vérité éthique du Tractatus, qui est que les limites du langage sont les limites de mon monde et de ma vie, et que donc reconnaître ma forme de vie dans le langage, c'est reconnaître donc ma finitude et ma nature d'être ordinaire, et c'est cela donc l'on peut retrouver à la fois dans la conclusion du Tractatus et dans les analyses, toutes les analyses des jeux de langage que l'on trouve dans les recherches philosophiques, qui sont également de l'ordre de l'exercice, parce que l'examen de notre langage ordinaire est aussi un exercice d'appropriation, d'acceptation de ma propre nature de sujet parlant et d'appropriation de mon propre langage, appropriation dans les deux sens du terme, enfin deux des sens du terme, à savoir l'appropriation, c'est-à-dire accepter que mes paroles soient dites par moi, soient expression de moi, donc je me reconnais comme un sujet parlant, et appropriation au sens où j'essaye d'avoir une parole appropriée et juste, et donc d'un ajustement de soi à sa propre parole, qui est vraiment aussi un exercice éthique, un exercice linguistique et éthique à la fois. Alors, cette association de l'éthique et du linguistique, du langagier, de cette question de l'expressivité en tant que telle, je voudrais ajouter plus rapidement maintenant que donc Pierre Hadot l'a également découvert chez un autre auteur qui est extrêmement proche de Wittgenstein,
qui est Thoreau. Alors Thoreau est antérieur à Wittgenstein, hein, puisque c'est cet écrivain américain donc, du XIXe siècle, mais Stanley Cavell notamment a bien marqué cette proximité de Wittgenstein et de Thoreau. Quelque chose qui est peut-être moins connu encore que ses travaux sur Wittgenstein, c'est le texte que Pierre Hadot a écrit sur Thoreau dans les cahiers de Lerne consacrés à cet auteur, où Pierre Hadot s'est intéressé précisément à cet élément commun de la pensée de Wittgenstein et Thoreau, qui est donc l'attention à l'ordinaire, hein, à la vie ordinaire, et également donc cette attention à cet élément qui a été mentionné à plusieurs reprises, qui est cette approche de la lecture. Hein, la lecture comme exercice spirituel, qui est quelque chose qui est décrit à la fois donc chez Thoreau et chez Wittgenstein. Alors, il y a deux éléments, deux passages de Thoreau que je voudrais lire pour mettre en évidence cela. D'abord, celui qui donne son titre à l'article de Pierre Hadot, qui s'appelle « Il y a de nos jours des professeurs de philosophie, mais pas de philosophes hein, ». Mauvaise nouvelle. Alors, donc, encore est-il... Alors, je continue la citation donc, dans Walden. Alors, c'est un passage que Pierre Hadot affectionne particulièrement, donc je le lis en entier. « Encore est-il admirable de professer ce pourquoi il fut jadis admirable de vivre. Être philosophe ne consiste pas simplement à avoir de subtiles pensées, ni même à fonder une école, mais à chérir assez la sagesse pour mener une vie conforme à ses préceptes, une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. Cela consiste à résoudre quelques-uns des problèmes de la vie, non pas en théorie seulement, mais en pratique. » Donc là, on voit que le passage à la pratique que l'on trouve dans la seconde philosophie de Wittgenstein se trouve déjà, en fait, et ça aussi c'est une découverte de Pierre Hadot, donc se trouve déjà donc, chez Thoreau, et donc cette dimension pratique de la morale, mais une pratique qui est indissolublement liée à une pratique de langage, hein, un exercice spirituel comme exercice de langage, c'est quelque chose donc, qui est donc présent dans Walden notamment, et dans Walden se trouvait aussi une interprétation de cette question des limites du langage et de l'ineffable dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, puisque chez Thoreau, dans Walden, il y a quelque chose comme de l'ineffable, des choses qui ne peuvent pas être dites, mais d'une certaine façon, donc cet ineffable se trouve dit ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'il ne se trouve pas dans un ineffable radical ou dans un mystique complètement éloigné, mais il se trouve en fait dans la vie elle-même, dans ce que nous faisons. Je cite encore Thoreau, donc les choses à présent inexprimables, il se peut que nous les trouvions quelque part exprimées. Ces mêmes questions qui nous troublent se sont en leur temps présentées à l'esprit de tous les sages, et chacun y a répondu suivant son degré d'aptitude par ses paroles et sa vie. Hein. Et donc c'est cela en fait que dit Wittgenstein dans sa seconde philosophie. Hein, c'est peut-être ça le petit passage qu'il y a par rapport à la première, qui est que ce qui paraît ineffable, totalement indicible, est tout simplement là, sous nos yeux. Il se montre donc dans ce que nous faisons ou dans ce que nous disons. Donc la position est la même, il n'y a pas de position extérieure, hein, transcendante au langage. On est toujours donc à l'intérieur, et c'est cela qui constitue précisément notre forme de vie dans le langage. Et d'ailleurs, c'est cela qui va déterminer aussi, et donc là c'est vrai que j'aurais voulu ajouter un mot à ce sujet, mais je ne vais évidemment pas développer, ce qui est évidemment très frappant aussi dans cette proximité de Wittgenstein et de Thoreau telle qu'elle est relevée par Pierre Hadot, c'est aussi donc la transformation qu'apporte la lecture, et ce que c'est donc précisément que apprendre à lire et la lecture comme exercice spirituel, puisque Thoreau aussi, hein, et Pierre Hadot le cite et le commande de façon très intéressante, donc la lecture est un exercice, mais pourquoi ? Parce que pour bien lire, hein, et c'est ce que dit Thoreau, pour bien lire, il ne faut pas seulement lire, il faut se réapproprier, encore une fois, hein, c'est les mots, leur donner vie, et donc ne pas vouloir illusoirement retrouver leur signification d'origine, mais précisément
comprendre donc qu'ils sont réellement dits par une voix humaine, hein, je reprends une expression qui était la tienne tout à l'heure, et donc les faire nôtres, donner vie, comme dit Wittgenstein, aux signes morts. Hein. Et c'est ce que dit Thoreau à propos de la lecture. C'est simplement pour ajouter un petit point, parce que c'est très proche. Donc, Thoreau dit, les livres doivent être lus avec autant de réflexion et de réserve qu'ils ont été écrits. Ce n'est même pas assez de pouvoir parler le langage de la nation qui les a écrits, car il y a un écart entre le langage parlé et le langage écrit. Donc, le premier est en général transitoire, nous l'apprenons à notre insu comme des brutes de nos mères. L'autre, c'est notre langue paternelle, une expression réservée et choisie, trop significative pour que l'oreille l'entende, pour laquelle il nous faut renaître afin de la parler. Donc, oubliez le côté, la langue paternelle et le caractère un peu machiste de l'expression de Thoreau. Son idée est que, donc, en lisant, effectivement, on opère une sorte de transformation et de renaissance. Hein, et donc, cette lecture nous permet à la fois une sorte d'expression de soi-même adéquate et donc d'appréciation aussi d'une certaine distance que nous avons donc par rapport à nous-mêmes, hein, et par rapport à nos propres lectures. Donc, il me semble que là, on a peut-être avec ces deux approches, hein, celle de Wittgenstein, celle de Thoreau, peut-être un aperçu de la très grande modernité de la pensée de Pierre Hadot, et non seulement donc, dans sa lecture de ses auteurs, mais dans la conception de la subjectivité comme expressivité, comme impossibilité aussi de l'expression, qui émerge dans son œuvre, à la fois donc, dans la définition de la subjectivité comme cette capacité d'expression juste, et aussi de la subjectivité comme une sorte de recherche de l'appropriation, c'est-à-dire à la fois de la proximité et de l'étrangeté à soi-même. Donc il me semble que là, il y a dans cette recherche de l'ajustement toujours impossible que l'on a à son propre discours, il y a là vraiment l'actualité aussi de la pensée de Pierre Hadot pour nous, qui ne sommes pas des philosophes de l'Antiquité aussi, c'est-à-dire une définition vraiment du rapport entre éthique et subjectivité. Bien, merci pour cet exposé. Donc, je cède la parole à Michael Chase, qui sera donc le dernier intervenant de cette table ronde, avant d'en venir aux questions et éventuellement aux réponses, si Pierre Hadot souhaite répondre à certaines des questions posées directement. Merci. C'est possible de baisser les lumières ? Alors, les lumières peuvent... C'est pour ça que j'ai pensé que... Oui, vous voyez bien ? Bon, d'accord. Il n'y a personne dans la salle de projection. D'accord. Ah, très bien. La salle doit aider la nouvelle vague. Ça fait un moment. Bon, alors... Merci de... Excusez-moi Sandrine de vous avoir projeté dans les yeux, là, c'était pas mon intention. Alors, puisque le thème annoncé de cette journée est Pierre Hadot et la philosophie française contemporaine, domaine où je n'ai aucune compétence, j'ai demandé à M. Worms l'autorisation de parler, de dire quelques mots au sujet de la réception actuelle de la pensée de Pierre Hadot en dehors de l'Hexagone. Or, Pierre Hadot est évidemment bien connu en France, surtout comme historien de l'Antiquité, je pense que on peut le dire, grâce à ses longues années d'enseignement. Mais ce n'est plus exclusivement le cas, c'est-à-dire en Amérique, où je connais mieux Amérique du Nord, où je connais mieux la situation. Or, pour investiguer ce phénomène, j'ai eu recours à un outil qui est de plus en plus en vogue aux États-Unis et au CNRS aussi, qu'on le veuille ou pas,
Ça s'appelle l'index des citations, Citation Index. Or, il s'agit d'une base de données qui mesure le nombre de fois qu'un auteur est cité dans la littérature secondaire scientifique. C'est bien entendu un instrument qui doit être utilisé avec beaucoup de précaution. Cette base de données ne peut évidemment pas prendre en compte toutes les publications dans le monde entier, mais il y a un net préjugé en faveur des publications anglophones. Secondo, et de manière plus grave, un article qui cite l'auteur que l'on recherche de manière tout à fait superficielle et comme en passant, il pèse autant qu'un article qui proposerait une discussion approfondie de sa pensée. Néanmoins, et avec toute la prudence qui s'impose, il me semble que cette approche peut s'avérer utile pour signaler un certain nombre de tendances dans la recherche actuelle. Donc, quand on parle du rayonnement exercé par la pensée de Pierre Hadot à l'étranger, on pense naturellement aux traductions. On compte jusqu'ici, comme vous le voyez sur l'écran, j'espère. C'est pas terrible ça, mais bon. Vous voyez presque la totalité, mais est-ce que c'est ajustible, Michel Non, ça c'est le focus, je crois. Non, il s'agit de l'élever un peu. C'est possible. Oui, mais non, c'est pas ça. Hein? Non, l'ordinateur est bon. Non, ça ne montre pas le plein écran, c'est ça le problème. Avec le curseur, on la déplace le curseur. Oui, mais ça c'est un autre. Oui, ça ne montre pas tout à fait la fin, là. Bon, tant pis. Donc, voilà, vous voyez un peu j'ai pris en compte les 5 dernières publications fondamentales, c'est-à-dire les ouvrages de M. Hadot, que sont La simplicité du regard de 1963, Exercice spirituel, qui a été traduit sous le titre de Philosophy as a Way of Life, La citadelle intérieure, Qu'est-ce que la philosophie antique, et tout dernièrement, en 2006, de Valdizis. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre de traductions en d'autres langues. Malheureusement, le livre de dialogue avec Arnold Davidson et Jeannie Carlier, qu'on a beaucoup cité aujourd'hui, n'est pas encore paru en traduction anglaise, mais est paru en traduction en russe. Donc, mais on me dit que c'est sous presse. Nous avions aussi aujourd'hui au public, mais je pense qu'ils sont partis, les responsables. Ah, là voilà, Silvano Christopoulou, qui est la responsable de la traduction en grec moderne d'un certain nombre d'ouvrages de Pierre Hadot. Donc, vous voyez qu'il y a eu une activité de traduction. Or, évidemment, pour expliquer le rayonnement de la pensée de Pierre Hadot, il faut aussi prendre en considération les travaux d'Arnold Davidson. C'est déjà quelque chose. Je ne vois plus. C'est déjà mieux. Que ce soit dans ses importantes préfaces aux traductions anglaises des travaux de M. Hadot, ou bien dans ses propres ouvrages tels que Foucault and His Interlocutors de 1997, et les articles qu'il a publiés notamment dans la revue Critical Inquiry. Mais une recherche dans le Citation Index montre quand même qu'il ne faut pas exagérer l'importance des traductions et donc des traducteurs. Cette lampe-là? Ça? Voilà, comme ça. D'accord. Bon. Voilà. Alors là, je vous montre un peu la progression de la fréquence des citations des ouvrages de M. Hadot dans la littérature secondaire. On commence par 1970 et on va jusqu'en 2006. On voit que quand même... Donc, il y a un total de 615 citations des ouvrages de M. Hadot, en total,
Et de ces 615 citations, seulement 227 se réfèrent aux traductions en diverses langues des 5 ouvrages majeurs que je viens d'afficher. Donc cela fait un peu moins d'un tiers du total. Même si donc les traducteurs n'avaient jamais existé, 2 tiers des travaux de M. Hadot n'en seraient pas moins connus au niveau international. Donc il s'agit, parmi ces citations, d'ouvrages fondamentaux comme Porphyre et Victorinus, les traductions des ouvrages de Plotin, etc. Il est néanmoins gratifiant, pour moi, de noter que le nombre annuel des citations des travaux de M. Hadot est généralement en hausse. En effet, comme on le voit sur le graphique, le nombre des citations des 2 dernières années, 2005 et 2006, représente 124 citations, soit 17,34% du total. Or, lorsqu'on analyse ces citations des ouvrages de M. Hadot par discipline, ça, malheureusement, ça ne se voit pas tout à fait en bas. Là, ce qui est en dernier, là, c'est la philosophie. Et ça va jusque-là. Donc, c'est considérable. Donc, il n'est sans doute pas étonnant de remarquer que les 3 disciplines les mieux représentées sont la philosophie, avec 38,9%, la religion, 20,1%, et les études classiques, 10,1%. Or, l'influence de la pensée de M. Hadot dans ces domaines va plus ou moins de soi. Il en a été beaucoup question tout au long de la journée d'aujourd'hui, donc je n'y reviens plus. Ce que je trouve plus intéressant, par contre, c'est la variété des disciplines représentées. En effet, parmi les travaux qui citent les ouvrages de M. Hadot, on trouve des articles relevant de la psychiatrie, des women's studies, des sciences de l'information, de l'architecture, de la psychologie, de l'économie, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire de l'art, du management, des sciences politiques, de la théorie de l'éducation, et j'en passe. Or, il n'est peut-être pas étonnant de voir des citations des travaux de M. Hadot dans les pages du British Journal of Guidance and Counselling, notamment en rapport avec la philosophie du dernier Foucault. Mais on se serait peut-être moins entendu à le voir cité dans la revue Systems Research and Behavioral Science. De même, puisque M. Hadot a lui-même publié dans la nouvelle revue de psychanalyse, on ne s'étonnera pas de le voir cité dans le forum de psychanalyse, la revue Psychoanalytic Discourses et même la revue tchèque Tchékoslovenska Psychologie. Après le voile d'Isis, on n'est pas non plus surpris de le voir cité dans la revue d'histoire des sciences ISIS ou bien dans Environmental Values, tandis que le succès des exercices spirituels et philosophies antiques auprès des partisans du Philosophical Counseling peut expliquer son apparition dans la revue Management Learning. Mais on le trouve aussi dans le Journal of Visual Culture, le Journal of Religious Ethics, les revues sociologiques Economy and Society and Social Compass, la Geographische Zeitschrift, et j'en passe. Or, cette variété illustre bien, je crois, l'aspect pluridisciplinaire de la pensée de M. Hadot. On le sait, pour lui, la philosophie n'est pas, ou du moins ne devrait pas être, le domaine réservé d'un groupe restreint de philosophes professionnels et universitaires. Elle appartient en propre à tous ceux qui souhaitent chercher la sagesse et tenter de transformer leur perspective sur le monde. Écologistes, féministes, objectivistes dans la mouvance d'Ayn Rand, sociologues, spécialistes dans les domaines de la philosophie du management et de la philosophical counseling, tous, semble-t-il, trouvent un intérêt particulier dans les travaux de Pierre Hadot. Personnellement, je me réjouis de cette prolifération un peu anarchique, même si elle comporte des risques très importants de malentendus et de distorsions. C'est, après tout,
M. Hadot lui-même qui nous a enseigné que c'est au moins parfois par le biais des malentendus que se fait le progrès dans l'histoire de la philosophie. Je voudrais conclure cette brève intervention en signalant un phénomène que je trouve assez intéressant. On aura remarqué dans le graphique représentant les citations des travaux de M. Hadot la présence non négligeable du domaine des études asiatiques. Alors vous voyez, c'est... où est-ce que c'est sur le plan? Je ne le retrouve pas. C'est au-dessus de ethics. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ça vient en environ septième rang. Voilà. Et avec un total de pourcentage, il y a eu ces dernières années 13 publications dans ce domaine, soit 1,81% du total. Or, on peut imaginer que cet intérêt assez récent est dû principalement aux quelques pages que M. Hadot a consacrées au sujet dans Qu'est-ce que la philosophie antique, c'est-à-dire là où il discute la question des rapprochements éventuels qu'il y aurait à faire entre la philosophie antique, envisagée comme un ensemble d'exercices spirituels, et les philosophies orientales, notamment chinoises et japonaises. Ce sont apparemment surtout les philosophes chinois, et ce, à partir seulement de 2004, qui ont réagi à ces pages avec beaucoup d'intérêt, comme j'ai pu le constater en parcourant un certain nombre des articles récents dans le domaine, articles qui citent M. Hadot, dont voici un choix. C'est la dernière qui ne se montre pas. C'est dommage. La dernière, je le lis, c'est Zhen Jiadong, The Writing of the History of Chinese Philosophy and the Present Difficulties Faced by Traditional Chinese Thought, qui est paru dans la revue Contemporary Chinese Thought, 72, page 71 à 93, 2005. Alors c'est un article particulièrement intéressant parce que dans cette même année de 2005, M. Jiadong a été arrêté par le gouvernement chinois, il est toujours en prison. Comme quoi la justice chinoise est rapide et expédiente. Bon, quoi qu'il en soit, quelques-uns de ces articles dérivent d'un colloque organisé par monsieur le professeur Shao Jiang au Fairbanks Center de l'Université de Harvard en mai 2003, sous le titre « Philosophy as a Way of Life, Moral Psychology in Classical Chinese Philosophy ». En organisant ce colloque, M. Yang s'est inspiré, entre autres, des écrits de M. Hadot, qui montrent, selon lui, et je cite, que dans l'Antiquité gréco-romaine et le premier christianisme, la philosophie est considérée non pas principalement comme une discipline théorique, mais comme un art de vivre ou un mode de vie. Philosopher ne signifie pas principalement faire de la théorie, mais intervenir sur soi-même, se transformer soi-même, en gérant ses émotions et ses désirs. Selon ces auteurs, la philosophie moderne aurait oublié cette tradition. Elle est devenue une discipline presque entièrement théorétique. Vers la même époque, c'est-à-dire que les travaux de M. Hadot, de Stanley Cavell, d'Alexander Nehamas et d'autres, un groupe de chercheurs travaillant dans les domaines de la philosophie chinoise et de la sinologie ont soutenu que la préoccupation principale des philosophes classiques chinois, notamment dans l'école de Confucius, n'est pas la philosophie comme théorie systématique, mais comme la pratique d'une gestion de soi, et là l'auteur cite à partir de différents articles qui sont parus récemment, on parle de gestion de soi, d'éthique de la vertu, de psychologie morale, de cultivation de soi et de transformation de soi. Or, dans le projet pour son colloque que M. Yang a eu la gentillesse de m'envoyer, il exprime le vœu que cette nouvelle génération de jeunes étudiants poursuivra les récents travaux d'études comparatives des philosophies chinoises et occidentales, même si dans un message qu'il m'a envoyé en même temps,
M. Yang avoue, et je cite, qu'il semblerait qu'il faudra plus longtemps que ce que je croyais avant que mes collègues ne voient les connexions entre leurs travaux et ceux de M. Hadot. D'autres chercheurs, comme Mme Catherine de Fourt de l'Université de Leuven, que vous voyez sur l'écran, ont cité les travaux de M. Hadot dans le cadre de la discussion du point de vue, apparemment toujours largement diffusé, selon lequel les penseurs chinois ne mériteraient pas le nom de philosophes, du fait qu'ils ne sont précisément pas suffisamment théorétiques ou systématiques. Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à ce que le rayonnement de M. Hadot en Chine continue à s'accroître. L'année dernière, M. Li Weng, éditeur à la revue Qiushi, m'a écrit pour demander la permission de traduire en chinois aussi bien Philosophy as a Way of Life que What is Ancient Philosophy, permission que M. Hadot a généreusement accordée. Il me semble qu'on a dans cet exemple, cette histoire des rapports entre les travaux de M. Hadot et la pensée chinoise, qui ne fait, répétons-le, que démarrer, un bel exemple des effets de l'ouverture d'esprit de Pierre Hadot. C'est cette ouverture d'esprit qui, on l'a déjà vu tout au long de cette journée, a fait en sorte que ses écrits ont suscité un si large public, embrassant la large gamme de disciplines qu'on vient de voir. C'est cette largeur et ouverture d'esprit qui, comme je l'ai suggéré ailleurs, permettent à la pensée de Pierre Hadot d'offrir une sorte de troisième voie entre la philosophie analytique et ce qu'on appelle en pays anglo-saxon la philosophie continentale. Et c'est maintenant cette ouverture, cette générosité d'esprit de la pensée hadotienne qui, aux yeux de certains experts au moins, la rend susceptible de contribuer à la réhabilitation d'une discipline, celle de l'étude de la philosophie chinoise, qu'on aurait pu croire complètement étrangère à la philosophie antique occidentale, domaine auquel on associe le plus souvent, au moins en Europe, le nom de Pierre Hadot. Contribuer à la revitalisation de la pensée philosophique de la culture qui essaie de plus de 1,3 milliard d'habitants de la Terre, à un moment où l'on somme la philosophie antique de justifier sa pertinence et même la continuation de son existence comme discipline, ce n'est pas un mince accomplissement. Merci. Comme vous souhaitez l'intervention, vous pouvez remonter, ou bien on peut faire circuler le micro dans la salle, questions-réponses, comme ça. Alors, une question. Oui, un élément d'information pour compléter l'exposé de Michael Chase. Il y a actuellement un projet scientifique au CNRS qui est porté par une grande UMR consacrée à l'étude de la Chine, du Tibet et du Japon, au sein de laquelle notre collègue John Lagerwey de l'École pratique des hautes études pilote la rédaction d'un ouvrage qui semble devoir être monumental, d'histoire des religions chinoises. Et une séance de travail s'est déroulée au mois de décembre à Paris. Au cours, pour des raisons officielles, j'ai assisté à ces séances et il a été plusieurs fois question
dans des chapitres, à propos de chapitres en préparation sur divers aspects de la religion chinoise, dans les traditions taoïstes, confucianistes, etc. À plusieurs reprises, j'ai observé l'utilisation d'outils conceptuels qui explicitement venaient notamment de l'ouvrage et des différents textes de Pierre Hadot consacrés aux exercices spirituels. Alors, je suis incapable de vous dire le nom des auteurs chinois médiévaux et autres dont il était question, mais ce que j'ai noté avec beaucoup de précision, c'est le caractère extrêmement utile pour les chercheurs travaillant sur des littératures, des textes et également des pratiques, des pratiques ascétiques, le caractère extrêmement fécond de l'utilisation des concepts forgés notamment dans l'ouvrage fondamental sur les exercices spirituels. Donc ce sera probablement, évidemment, votre liste bibliographique sera considérablement enrichie d'ici 1 an ou 2, je pense. Effectivement, je vous remercie beaucoup. Et je pense que c'est un bel exemple de ce qu'on a souvent mentionné comme la rétroaction en philosophie. On commence par Pierre Hadot qui à partir de ses travaux sur la philosophie antique, élargit la conception de ce que c'est la philosophie tout court. Ce qui, à son tour, permet l'engagement d'un dialogue entre les philosophies des différentes cultures qui, auparavant, n'était pas possible, enfin, qui ne s'est pas fait. Merci. Une question pour Sandra Logier. Je suis curieux d'apprendre, je serais curieux d'apprendre quelque chose en plus sur les rapports entre l'interprétation de Wittgenstein par Pierre Hadot et celle, disons, de Stanley Cavell, Cora Diamond, James Conant, de New Wittgenstein. Quels sont les principaux points de contact et peut-être aussi les différences principales? Comme je l'ai dit, les points de contact et les convergences, c'est ça qui est vraiment le plus important. C'est d'une part l'affirmation d'une continuité entre le premier et le second. Ensuite, la dimension éthique à la fois chez le premier Wittgenstein et donc dans la description des usages ordinaires dans le second, qui est maintenant aussi vu comme quelque chose qui a une visée éthique de description de notre façon de nous intégrer dans des formes de vie et d'exprimer aussi des attitudes. Donc là, c'est très, très présent chez Cora Diamond, bien qu'elle ne cite pas en fait l'œuvre de Pierre Hadot. Je crois que c'est surtout Arnold Davidson, Hilary Putnam aussi, et un peu Stanley Cavell qui ont vu la communauté. Donc là, c'est vraiment les convergences qui dominent. Il y a évidemment des différences dans la mesure où Pierre Hadot, lui, insiste un peu plus sur une dimension qu'il va appeler mystique. Je crois que là, malgré tout, il ne faut pas non plus se cacher cela, cette dimension de mystique et cette dimension, disons, d'émerveillement devant le monde, du wonderment, comme je sais que c'est un thème qui intéresse certains ici. Donc l'émerveillement devant le monde et une espèce quand même de silence un peu écrasé, devant une sorte de présence du monde écrasante, qui est quelque chose qui est moins présent chez les interprètes actuels, qui vont plutôt voir, disons, Wittgenstein en termes d'action, de pratique, et quelque chose de plus positif peut-être et de plus descriptif que cette expérience quand même un peu limite, donc qu'est le silence de la fin du Tractatus. Donc là, il y aurait peut-être une différence malgré tout, et qui est affirmée d'ailleurs par Pierre Hadot encore dans la préface de son ouvrage. Ou réponse ou prolongement. Je crois que la journée a été de toute façon très très riche, donc je ne sais pas, Jean-Charles. Oui, je me garderai bien de conclure. Ce serait peut-être à Pierre Hadot de le faire, mais peut-être est-ce du domaine de l'indicible.
Écoutez, j'ai appris beaucoup sur moi-même. Et aussi, enfin je vais dire non pas seulement sur moi-même, mais aussi sur les problèmes qui se posent dans la perspective des travaux que j'ai faits. C'est très fécond pour moi et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont intervenus parce que vraiment, ça a été extrêmement riche, d'une manière, et ça a été pris d'une manière très approfondie dans tous les domaines qui ont été traités. Et donc, je ne peux que remercier et aussi être tout confus parce que j'aurais pas cru ça serait, enfin, que j'aurais la chance d'avoir cette journée très, très intéressante et très amicale. Alors,